À la fin du mois sort ma deuxième vidéo en partenariat où je vous montre des choses inaccessibles au public. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à être présent pour soutenir le projet. Plus d'informations en fin de vidéo. En 1983, au Royaume-Uni, le Joint European Torus, ou JET, produisait son premier plasma. C'est encore à ce jour le plus grand tokamak du monde, capable de monter à plus de 100 millions de degrés pour faire la fusion du deutérium-tritium. Pour créer le plasma, JET consomme une énergie électrique de plusieurs centaines de mégawatts pendant environ 20 secondes, de quoi alimenter momentanément une ville de quelques dizaines de milliers d'habitants. Cette impulsion, courte mais extrêmement puissante, poserait des problèmes de stabilité du réseau. Des ingénieurs ont alors mis au point un système de stockage énergétique qui fait tampon entre le réseau électrique et le tokamak, des énormes volants inertiels. Les deux volants en acier ultra résistant de 10 mètres de diamètre pour 650 tonnes stockent l'énergie électrique en la convertissant en énergie cinétique. Les roues stockent l'énergie en atteignant progressivement 225 tours par minute, puis les moteurs passent en générateur pour fournir les 400 MW nécessaires à l'impulsion qui crée le plasma. Dans le jargon, on dit que ça dépote grave sa maman. Les roues du jet sont souvent montrées en exemple quand on parle de stockage inertiel. Elles font partie de la catégorie des roues à faible quantité d'énergie stockée, mais capables de délivrer beaucoup de puissance. C'est comme si on avait un petit réservoir capable de libérer d'un coup une très grosse quantité d'eau. Une chasse d'eau quoi, en version électrique. Je vous avais proposé il y a pas mal de temps déjà, puisque ça fait un bail que j'ai pas fait de bullshit ou pas, de m'envoyer des propositions de sujets par mail. Et j'en ai reçu plein. Alors je peux pas répondre à tout, parce que je suis pas expert dans tout, mais je vous remercie de m'envoyer toutes ces suggestions. Les roues à inertie sont un des sujets qui m'a été proposé. Je remercie donc Jean-Baptiste, Stephen, et une autre personne sur Twitter dont j'ai oublié de noter le pseudo. Désolé. Je précise aussi que l'excellente chaîne Le Réveilleur a fait une vidéo sur le stockage énergétique, et il parle aussi des volants d'inertie. D'ailleurs, je crois bien que j'avais donné l'exemple du jet dans cet épisode. Oui bon, en même temps j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser cet exemple. Mais j'ai rajouté des informations comme la puissance, le poids... C'est bon, je te taquine. Les sujets n'appartiennent à personne, et plus on a de vues sur ces questions, mieux c'est. Et vu ton boulot habituel, j'ai hâte de voir ce que tu vas en dire. Ah bah alors du coup ça veut dire que je peux faire une vidéo sur la radioactivité et sur les déchets nucléaires? Bien sûr, mais je te préviens, je pensais passer quelques mois sur le nucléaire et ça m'a pris presque un an de travail. La petite visite de ce sujet sympathique s'est vite transformée en une exploration d'une jungle de complexité, d'idées reçues et de polémiques. Sache dans quoi tu t'embarques. En même temps, vu le travail que t'as abattu, je pense pas que je pourrais faire mieux. Donc honnêtement, allez voir sa chaîne, vous ne le regretterez pas. Il y a d'autres exemples, comme les systèmes de récupération d'énergie lors du freinage d'un véhicule. On a testé ça sur des tramways ou même des Formule 1 pour réinjecter l'énergie pendant l'accélération. Mais nous, on va se concentrer sur les roues à inertie qui stockent l'énergie du réseau électrique. Le calcul pour savoir l'énergie cinétique emmagasinée dans une roue va dépendre de deux facteurs sur lesquels on peut jouer. La vitesse de rotation et l'inertie. À vitesse égale, plus l'inertie du cylindre est importante, plus on a du mal à le stopper. L'inertie dépend de la masse et de la forme du volume en rotation. Basiquement, plus on éloigne une masse de son axe de rotation, plus on augmente son inertie. Entre un tube et un cylindre de masse égale et de diamètre égal, le tube aura environ 2 fois plus d'inertie. Enfin, ça dépend de son épaisseur. En plus de l'inertie, le second facteur est la vitesse de rotation. Et là c'est simple, l'énergie cinétique stockée dans un volume en rotation augmente au carré de la vitesse. Si je prends un disque de fonte pour la musculation de 1 kg pour 135 mm de diamètre, le premier qui me dit que je devrais m'en servir pour autre chose, ça va chier. Si je fais tourner le disque à 10 tours par minute, j'emmagasine 0,001 joules, ce qui est extrêmement peu. Il faudrait en faire tourner à peu près 28 millions pour stocker autant d'énergie qu'une batterie de smartphone. On va essayer d'optimiser un poil le système, si vous voulez bien. En accélérant la roue de 10 à 1000 tours par minute, il ne me faut plus que 2300 roues pour charger le téléphone. En multipliant par 100 la vitesse de rotation, j'ai multiplié par 10 000 l'énergie cinétique. Il faudrait faire tourner ce disque à environ 48 000 tours par minute pour obtenir autant d'énergie cinétique qu'il y a d'énergie chimique dans une batterie de téléphone. En supposant que le système soit parfait, bien sûr. Bon, pour un smartphone, se trimballer avec un disque à 47 000 tours par minute de 1 kg dans la poche, c'est pas le plus pratique, on va pas se mentir. Ok, mais pour l'électricité d'une maison ou le réseau d'un pays, on a autant de place qu'on veut, il suffirait d'un bloc de béton circulaire et d'un moteur. C'est pas cher, c'est recyclable, bref, c'est tout bénef, non? C'est un poil plus compliqué. Pour ça, il faut quitter la théorie pour voir ce qui se fait en pratique. En réalité, on a deux types de stockage.
Les grosses roues bien lourdes avec une grosse inertie qui tournent à basse vitesse, jusqu'à 10 000 tours par minute, et les roues à faible inertie mais à très haute vitesse, jusqu'à 60 000 tours par minute pour les systèmes expérimentaux. Pour la première technologie, en général on utilise de l'acier pour fabriquer la roue, mais il y a aussi une boîte française qui propose du béton cerclé. Par contre, pour les roues à très haute vitesse, on va réduire le diamètre et utiliser des matériaux composites ultra résistants. Dans tous les cas, si la roue est dans l'air ambiant, sa rotation va entraîner une traînée aérodynamique. Des frottements, en gros. Et le gros problème, c'est que la traînée augmente au cube de la vitesse de rotation. Si la vitesse est multipliée par 2, les frottements sont multipliés par 8. Du coup, il faut réduire au maximum les frottements dans l'air. Et la meilleure solution, c'est de supprimer l'air. On place donc la roue dans une enceinte sous vide, ce qui implique que le tout soit étanche et qu'on ait une pompe à vide pour maintenir la dépression. L'autre source de frottement, c'est au niveau des axes de rotation. La méthode classique est de faire tenir l'axe de la roue par des roulements à billes. Mais on a quand même des frottements. La solution ultime est donc d'utiliser un système à suspension magnétique, ce qui supprime les frottements mais nécessite quand même un poil d'énergie pour fonctionner. Enfin non, la solution vraiment ultime, c'est d'utiliser des roulements magnétiques à supraconducteurs. Bon, le souci c'est qu'il faut un système de refroidissement cryogénique, ça rajoute quelques accessoires un poil chers. Mais malgré le fait qu'on mette tout sous vide avec des systèmes magnétiques, etc., la roue ne va pas garder son énergie et perdre progressivement sa vitesse. Et c'est là le gros problème de la roue à inertie. Elle est capable de garder son énergie cinétique au maximum quelques heures. Prenons l'exemple des roues vendues par Beacon Power. Elles ont le mérite d'être en service et sont utilisées pour réguler le réseau électrique aux États-Unis. Enfin, utilisées pour réguler le réseau électrique aux États-Unis. Il y a 2 installations de 20 MW, donc ça représente peanuts à l'échelle du réseau. La Beacon BP400 est une des roues les plus performantes. Un rotor en matériaux composites de 2500 kg sur un système magnétique. Ah non, c'est des pounds. Ah, ils font chier ces ricains. Bon alors, 2500 pounds en kilos, ça fait 1,1 tonne. Elle tourne à 15 500 tours minute et est capable d'injecter sur le réseau jusqu'à 100 kW et de stocker maximum 30 kWh. 30 kWh, c'est à peu près une journée de consommation énergétique moyenne d'un foyer français moyen. Vous savez, la famille qui comporte 2,3 enfants. Après un calcul de coin de table, la roue a une densité énergétique entre 5 et 10 fois plus faible que le lithium. Mais c'est pas fifou, mais bon, pour alimenter le réseau électrique, à la limite on s'en fout, ça prend juste plus de place. Et ça consomme pas de lithium. Et c'est plus facile à recycler aussi. Enfin, c'est quand même pas mal, quoi. Ce qui est mieux que les batteries, par contre, c'est la durée de vie. Les roues à inertie peuvent accomplir beaucoup plus de cycles de décharge qu'une batterie. Bon, par contre, pour utiliser ça à la maison, on oublie, hein. Surtout qu'il faut l'enterrer dans un tube en béton et rajouter tous les systèmes accessoires autour, comme la pompe à vide, la régulation de température, la régulation électrique, etc., etc. En effet, enterrer la roue permet de limiter les variations de température et ajoute une protection supplémentaire en cas de problème. Comme on peut le constater sur ces photos prises aux États-Unis en 2015, une explosion de roue à inertie peut faire d'énormes dégâts. Niveau décharge énergétique, le bousin est capable d'envoyer 160 kW pendant 5 minutes. Ensuite, la puissance chute progressivement. On peut aussi lui soutirer 50 kW pendant 30 minutes. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Le machin, tu le lances et il peut tourner comme ça pendant une demi-heure en fournissant 50 kW. Et d'après ce que j'ai pu lire sur internet, toutes les roues commercialisées sont dans cet ordre de temps de décharge, voire largement en dessous des 5 minutes quand ce sont des systèmes de secours, le temps que les générateurs prennent le relais. C'est utilisé dans les casinos, les hôpitaux, enfin bref, tous les systèmes où on peut pas se permettre d'avoir une coupure de courant en cas de problème, donc la roue prend le relais le temps que le générateur démarre. Donc le stockage énergétique avec une roue à inertie. Bullshit ou pas? Ben, ça dépend ce qu'on veut faire. En tout cas, c'est pas une technologie bullshit, hein, c'est une technologie intéressante, avec pas mal d'applications possibles. Simplement, ces applications sont spécifiques. Par exemple, la régulation de fréquence. En gros, en surveillant la fréquence du réseau électrique, on sait si on produit trop ou pas assez d'électricité. Par exemple, les pays européens utilisent une réserve de 3000 MW d'une durée de 15 minutes qui régule en temps réel la fréquence, en augmentant ou en diminuant la production des grosses centrales. On appelle ça la réserve primaire, et j'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. C'est pour ça aussi qu'il faut aller la voir. On ne peut pas installer pour 3000 MW de roue énergie, ça coûterait bien trop cher. Mais quelques centaines de mégawatts, pourquoi pas? Ça assurerait une partie de la stabilité du réseau, et ça permettrait de tester des nouvelles technologies. On peut aussi utiliser les roues à inertie pour lisser la production d'un parc éolien ou solaire, à l'échelle de la minute, mais pas à l'échelle des heures et encore moins à l'échelle des jours. Dans ce genre de situation, on préfère les systèmes hybrides, c'est-à-dire combiner les roues à inertie avec d'autres systèmes de stockage pour tenir plus longtemps. Mais les projets ont toujours des puissances de maximum quelques dizaines de mégawatts. Pour vous donner une idée, un réacteur nucléaire c'est entre 900 et 1500 MW. En tout cas, c'est pratique pour un parc éolien isolé ou pour un micro-réseau électrique comme une île par exemple. Bien sûr, je le répète, là je parle des roues pour la production d'énergie électrique,
J'ai pas parlé des roues pour le transport, ni dans les applications spatiales, où là c'est quand même beaucoup plus facile de faire du vide. Mais si on cherche avec les roues à inertie à fabriquer un système de stockage pas cher, capable de stocker les quantités astronomiques d'énergie que nous consommons quotidiennement dans un pays de la taille de la France, ça marche pas, tout simplement parce que c'est pas fait pour ça. À une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je le disais, à la fin du mois, il va sortir une vidéo où je vais vous montrer un lieu exceptionnel. C'est ma deuxième vidéo en partenariat où je vais visiter des installations, des lieux techniques et des chantiers. Et si ce format vous plaît et que vous voulez en voir plus, c'est le moment de soutenir en regardant la vidéo, en mettant des pouces, des commentaires, etc. Parce que si ce format marche, je pourrai trouver plus facilement des entreprises et donc montrer plus de choses. C'est aussi bête que ça. Je vous demande donc un coup de pouce pour booster la prochaine vidéo. C'est important pour moi, c'est important pour pouvoir trouver de nouveaux sujets, et c'est aussi important pour le modèle économique de la chaîne. Voilà, je vous dis donc à très vite, amis bidouilleurs et bidouilleuses.